Sommes-nous des singes nus surdoués? Sommes-nous une anomalie, un avatar au sein du monde vivant? La réponse des sciences est sans équivoque. L'homme n'a pas toujours existé. Il a fait son apparition sur Terre à l'issue d'un long cheminement qui l'a amené à se dégager progressivement du monde animal. À quel moment l'humanité est-elle apparue? Dans quel contexte? Sous quelle forme? D'entrée de jeu, il faut rappeler que dans la classification du monde animal, l'homme appartient à la classe des primates. Une appartenance qu'il partage avec ses voisins inquiétants qui nous ressemblent tant, les singes. Les plus anciens représentants des primates se manifestent il y a environ 55 millions d'années. Il s'agit d'êtres de petite taille dont l'aspect est proche de celui des singes actuels de Madagascar. Ils étaient arboricoles et se nourrissaient de fruits, de feuilles, éventuellement d'insectes. Ce n'est pas au menu ce soir. L'homme est issu de ces lointaines formes ancestrales. Il y a environ 10 millions d'années, deux grandes lignées, deux grandes familles se détachent du tronc des primates. L'une conduisant au grand singe actuel, le chimpanzé, le gorille, l'orang-outan, l'autre aboutissant à l'homme. Deux destins dont la communauté d'origine se traduit au niveau du matériel génétique. L'homme moderne partage 99% de son ADN avec le chimpanzé. Malgré les différences notables existant entre les grands singes et l'homme, il convient de rappeler leur capacité cérébrale. Le volume du cerveau qui est d'environ 1400 cm3 chez l'homme actuel, 400 cm3 chez le chimpanzé. Ensuite, une activité propre à l'homme est l'aptitude à fabriquer des outils et à les perfectionner. On s'accorde aujourd'hui à considérer que la grande divergence entre singes et hominidés s'est produite en Afrique. La leçon qui s'en dégage, c'est que nos origines sont africaines et tropicales. L'histoire de la lignée humaine est jalonnée par la succession d'espèces vivantes associées à des innovations majeures qui sont autant de paliers, de sauts culturels. Une première grande différence entre singes et hominidés concerne leur mode de déplacement. Les hominidés sont bipèdes, ils se déplacent sur leurs membres postérieurs. Tel est le cas de Ardipithecus, un hominidé qui a vécu il y a 5 à 6 millions d'années. Ardipithecus était un primate de forêt, se déplaçant encore dans les arbres tout en pouvant marcher sur le sol. Son régime était végétarien. Ardipithecus peut-il être qualifié d'homme? Apparemment, il ne fabriquait pas d'outils. La forme de son crâne est assimilable à celle d'un ballon de rugby, alors que celle de l'homme actuel s'apparente à celle d'un ballon de football. Vous pourrez le vérifier chez vos voisins. Le front fuyant laissait peu de place pour un cerveau volumineux. La capacité cérébrale est de 400 cm3. Le larynx, l'organe de la production de son, était peu développé. Il ne lui permettait pas de disposer d'un langage articulé pour communiquer avec ses semblables. On retrouve les caractères d'Ardipithecus chez des hominidés plus récents qu'on appelle les australopithèques. À ce stade, l'humanité est encore ancrée dans l'animalité. Vers 2,5 millions d'années, apparaît Homo habilis, toujours en Afrique. Son apparence physique est nettement plus humaine. Son front est plus bombé. Sa capacité cérébrale, 600 cm3,
Le larynx est plus développé. La configuration de sa cavité crânienne indique la probabilité d'un langage articulé. Homo habilis est l'auteur d'une révolution majeure dans l'histoire de l'humanité, à savoir la faculté à fabriquer des outils, des pierres et des cassés en vue d'obtenir des tranchants pour couper, disséquer, racler. La fabrication d'outils est le résultat d'une chaîne opératoire qui comprend la recherche et le choix d'un matériau, son façonnement et la transmission à ses proches d'une méthodologie grâce au langage. La fabrication d'outils implique un projet, la conscience d'une action différée. L'outil est conçu avant d'être réalisé et utilisé. L'outil confère à Homo habilis le statut d'homme. Il traduit un changement radical des comportements. Il s'agit là des premiers balbutiements d'une culture. En effet, une vie sociale est attestée par des vestiges de campement impliquant une coopération entre individus. Son alimentation change. Il devient un consommateur de viande. Enfin, l'émergence d'Homo habilis est contemporaine d'un changement climatique global. En Afrique, le climat devient plus sec. La forêt régresse au profit de la savane, des espaces ouverts parcourus par de grands troupeaux d'herbivores qui offraient à l'homme une riche ressource en viande, en protéines. Un lien évident apparaît entre les changements climatiques et les comportements humains. Il y a près de 2 millions d'années, apparaît toujours en Afrique un hominidé plus proche de nous par sa taille, par sa capacité cérébrale, comprise entre 900 et 1300 cm3. Il s'agit du Pithecanthrope, encore appelé Homo erectus. Son outillage est plus élaboré. C'est un authentique chasseur. Avec le Pithecanthrope débute la diaspora de l'humanité. Vers 1,8 1,4 million d'années, le Pithecanthrope quitte le berceau africain et part à la conquête de l'Asie, puis de l'Europe. Il y a 400 000 ans, il est présent en France, en particulier à Tautavel, dans les Pyrénées orientales et en Bretagne. Il est contemporain d'une dégradation climatique majeure, un âge de glaciation qui perdure toujours. Le Pithecanthrope sera à l'origine d'une innovation qui va bouleverser l'histoire de l'humanité, la maîtrise du feu. Un feu entretenu devient le foyer, un lieu de convivialité et d'échange entre générations, un lieu de palabre. Et pour nous, le foyer est demeuré synonyme de famille. Avec le Pithecanthrope, une identité culturelle prend jour. En Eurasie, maintenant, il y a environ 300 000 ans, apparaît un nouvel hominidé, l'homme du Néandertal, qui est très proche de nous. L'homme de Néandertal est l'auteur d'un événement capital de l'histoire de l'humanité, à savoir les premières inhumations intentionnelles de défunts. Le corps du défunt reposait parfois sur un lit de fleurs de différentes couleurs. Il était accompagné dans un au-delà par des parures, des aliments. Le corps était parfois parsemé d'ocre, un pigment rouge, symbole de l'élément vital. Quelle représentation d'un au-delà se faisait l'homme de la préhistoire? On ne le saura jamais. Avec l'essor des rites funéraires, on peut désormais parler de civilisation. Au Pithecanthrope succède, il y a environ 200 000 ans, une nouvelle espèce d'hominidé issue de l'Afrique,
Homo sapiens, l'homme moderne, notre ancêtre direct. Il quitte l'Afrique aux alentours de 100 000 ans pour le Moyen-Orient d'abord et arrive en Europe vers environ 40 000 ans. Avec Homo sapiens se développe la pensée symbolique, c'est-à-dire la substitution à la réalité de représentations et de concepts abstraits. Elle s'exprime dans la statuaire, l'outillage, l'art pariétal, avec ses fresques d'un bestiaire polychrome en mouvement, la confection d'instruments de musique. Cet homme devait danser, des parures. Homo sapiens va parachever la conquête, la colonisation de l'intégralité du globe terrestre. Entre autres, il gagne l'Australie, puis les Amériques. Vers environ 10 000 ans avant notre époque, délaissant sa vie nomade et sa dépendance des aléas de la chasse et de la cueillette, l'homme se sédentarise. Il s'agit d'une authentique révolution socio-économique. Elle est contemporaine d'un changement climatique majeur, la période de réchauffement qui succède il y a 12 000 ans à la dernière période de glaciation, le réchauffement climatique que nous vivons aujourd'hui. Les hommes deviennent pasteurs et cultivateurs. Ils se regroupent dans des villages. Il s'ensuit une explosion démographique. Il y a environ 5000 ans avant l'époque contemporaine, l'homme invente l'écriture. Nous quittons le domaine de la préhistoire pour franchir le seuil de l'histoire. En conclusion, l'histoire de l'humanité est récente, quelques millions d'années à peine face aux 4 milliards qui se sont écoulés depuis l'apparition de la vie sur la Terre. Mais en dépit de sa brièveté, elle se révèle singulière à bien des égards. D'abord, au commencement de leur histoire, les hominidés sont encore étroitement dépendants de la nature, soumis aux lois de l'évolution biologique qui, lentement, assurent le redressement de leur corps et accroît leur capacité cérébrale. Le corps se modifie au rythme des durées géologiques. Le primate ancestral devient homme lorsqu'il acquiert la capacité de communiquer par le biais d'un langage articulé, lorsqu'il s'approprie son environnement en fabriquant des outils. Ensuite, des groupes d'hominidés créent les premières sociétés humaines en partageant et transmettant les mêmes techniques, les mêmes savoirs et sans doute les mêmes croyances. Des paliers, des sauts culturels émaillent l'histoire des sociétés humaines. Ils se succèdent à un rythme accéléré. La fabrication d'outils, la maîtrise du feu, l'inhumation des morts, l'essor de l'art, le développement de l'agriculture et de l'élevage. Et on peut ajouter la révolution industrielle. En d'autres termes, le développement culturel prend le relais de l'évolution biologique et nous rend humains. La culture l'emporte sur la génétique. L'héritage transmis de génération en génération prend le relais de l'hérédité. Finalement, depuis quelques décennies, à l'essor démographique exponentiel que connaît l'humanité, s'ajoute un impact croissant des activités humaines sur l'intégrité de la planète, mettant en péril l'avenir même de l'humanité. Les Grecs de l'Antiquité se servaient du vocable « hybris » pour désigner la démesure des activités humaines, le dépassement des limites supportables, bref, l'orgueil. L'hybris provoquait la colère et le châtiment des dieux. Saurons-nous assumer notre responsabilité? Je vous remercie.